Walid Salem, bonjour. Bonjour. Vous êtes ostéopathe, PhD, c'est-à-dire docteur universitaire. C'est tout récent, mais vous avez déjà un CV très très long, même si vous êtes jeune docteur. Quelle est votre formation initiale? Eh bien, au départ, je suis licencié en kinésithérapie. Et tout de suite après, j'avais suivi une formation en ostéopathie à l'université, qui était une formation incomplète. Et en même temps, après avoir terminé cette formation universitaire en ostéopathie, et je me suis intéressé à la recherche en général en ostéopathie. Et là, j'ai travaillé un peu avec les ingénieurs et j'avais suivi une formation chez les ingénieurs pendant 2 ans sur les concepts, les conceptions assistées par ordinateur. On appelle ça la modélisation tridimensionnelle. Et c'est de là que j'ai appris beaucoup sur tout ce qui est tridimensionnel, sur tout ce qui est reconstruction tridimensionnelle, travailler avec l'imagerie médicale. Donc vous êtes PhD, donc vous êtes universitaire. On appelle ça comme ça en France, c'est-à-dire que vous êtes docteur en sciences de la motricité? Tout à fait, Ouais. à option ostéopathique. Donc on est le seul en Belgique, notre université est la seule en Belgique à faire cette formation et à terminer par un 3e cycle. Et je pense en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Je crois pas. Donc, modestement, je suis le premier actuellement qui sort de cette formation en toute la Belgique. Donc vous êtes ostéopathe, on l'a vu, docteur en sciences de la motricité. Qu'est-ce que vous dispensez comme cours? Actuellement, disons, mon orientation liée à ma spécialisation, c'est vraiment la biomécanique de base que je donne, et principalement à la colonne vertébrale. Et par affinité pratique, c'est vraiment la thérapie de la colonne vertébrale, donc tout ce qui est technique de manipulative au niveau de la colonne vertébrale et spécifiquement la colonne cervicale. Vous travaillez aussi dans l'unité de recherche en ostéopathie ici à l'Université libre de Bruxelles. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette unité de recherche en ostéopathie? Donc, c'est une unité centrée essentiellement sur la recherche en ostéopathie. Mais Fondamentale, la recherche fondamentale pour comprendre un peu les gestes que nous faisons, mais aussi maintenant on s'oriente vers la clinique et l'application. Donc deux grands axes, donc l'aspect fondamental pour comprendre comment ça marche, une manipulation quelconque, que ce soit au niveau de la colonne ou externe, mais aussi maintenant on commence à s'intéresser à la clinique. C'était exactement le sens de ma question suivante. C'est qu'est-ce que c'est que la recherche en ostéopathie? Il y a on entend beaucoup parler de centres d'enseignement qui font de la recherche en ostéopathie. Ils font surtout de la recherche clinique, c'est-à-dire de la recherche d'efficacité de l'ostéopathie. Tout à fait. Mais comment prouver l'efficacité d'une médecine? C'est toujours le même problème. Donc quand vous parlez de recherche clinique, de quel type de recherche parlez-vous? Vous recherchez l'efficacité de quoi exactement? D'accord, ok. Donc vous avez bien raison de dire, en fait, il y a ce qu'on appelle les études interventionnelles qui se passent au milieu hospitalier, c'est la recherche clinique, c'est la recherche, disons, qui coûte le moins cher. Tandis que nous, notre recherche appliquée à la clinique, mais nous mesurons des paramètres physiologiques. Donc en d'autres termes, j'ai un lombalgique, je sais que je peux les soigner et je peux en même temps étudier un peu l'amélioration clinique des paramètres cliniques comme la douleur, la flexibilité ou autres sur base des questionnaires. C'est ce qu'on appelle des études cliniques très classiques. Tandis que nous, on s'intéresse à des paramètres physiologiques et biomécaniques, comme par exemple la rigidité, la biomécanique des tissus mous, des indicateurs cinématiques, par exemple, sur la vitesse d'exécution de mouvement, sur la tension passive, lors d'un mouvement, la déformation. Donc ce sont des paramètres qu'on utilise comme indicateurs de l'amélioration parce que ce sont des paramètres physiologiques. Mesurables? Mesurables surtout. Avec des études d'exploration? Tout à fait. Et avec des erreurs autour, bien sûr, et qui présentent des variations. Donc nous employons une méthodologie scientifique pour essayer d'interpréter les résultats après, bien sûr, et de l'appliquer en clinique ostéopathique. Donc le thème de votre thèse, je vais donner le nom de votre thèse, c'est la colonne cervicale de la physiologie intersegmentaire tridimensionnelle à la manipulation ostéopathique par haute vitesse, basse amplitude, étude in vivo. Tout à fait. Il y a plusieurs sous-thèmes dans ce gros travail. Et un des premiers sous-thèmes, c'est la cinématique articulaire en tant que telle. Et je crois que vous avez comparé un petit peu des mouvements physiologiques
avec des mouvements provoqués lors du moment de la pré-manipulation. C'est ça? Tout à fait. Donc votre travail, c'était d'étudier le mouvement sous l'action musculaire ou sous l'action extérieure de la main d'un praticien. Quel était l'objectif exactement? Eh bien, ça suit un peu l'histoire de la manipulation par manipulation à haute vitesse. Tout d'abord, depuis 100 ans, donc, on transmet empiriquement ce genre de technique. Et ce sont les techniques les plus utilisées, disons, dans le domaine musculo-squelettique, sans savoir exactement comment ça marche. Et les pionniers dans ce domaine, il y a quelques auteurs qui ont publié sur la manipulation, la cinématique de la manipulation en général, mais en référence la tête, donc le mouvement de la tête par rapport au tronc. On a quelques études qui montrent par exemple que lorsqu'on veut manipuler une cervicale, si on utilise telle technique, on peut mettre la tête en telle amplitude rotatoire, latéroflexion, flexion-extension. Et les études ont été mesurées, donc on présente par exemple que les amplitudes rotatoires restent toujours inférieures, ou à la moitié, en tout cas à la moitié de l'amplitude physiologique maximale. Mais la question principale, qu'est-ce qui se passe au niveau intersegmentaire? Étage par étage. Étage par étage, tout à fait. Et surtout, on a des tentatives in vitro chez le cadavre, mais qui restent loin de la réalité. Et notre approche ici, ce que nous avons apporté vraiment une valeur ajoutée à tout cela, c'est que nous avons amené une méthodologie scientifique basée sur l'imagerie médicale, et dans laquelle on a pris des sujets asymptomatiques pour comprendre la rotation maximale sous scanner, donc en gauche-droite. Active? Non, passive. Passive. Maximale, passive. Donc ce sont des positions. D'accord. Et ensuite, on a étudié la cinématique entre la position neutre et la rotation maximale. Et comme ça, on a une approche tridimensionnelle sur la rotation comme mouvement principal, mais sur le mouvement couplé, physiologique. Toujours étage par étage. Toujours étage par étage. Ensuite, on a pris un troisième groupe chez qui on a appliqué des techniques de positionnement pré-manipulatif sous scanner. Et à partir de là, on a comparé les amplitudes physiologiques connues, donc étudiées. Donc c'est-à-dire passive. Tourner la tête, voilà, maximale, de combien on pouvait tourner et comment les vertèbres vont se comporter tridimensionnellement, et comparer ça à la position pré-manipulative. Et le but, c'est deux ou trois. Donc, c'était au départ de voir est-ce que les amplitudes en position pré-manipulative dépassent, donc deviennent dangereux par rapport à la physiologie. Et est-ce que la manipulation est un geste physiologique ou aphysiologique? En d'autres termes, quel est le sens de combinaison de mouvements couplés? Très bien. Et troisième objectif, c'était, cela concerne, bon, ici, on ne va pas rentrer trop dans le détail, le rôle des ligaments alaires. Et quatrième, c'était l'artère vertébrale, bien sûr. Mais ça m'intéresse quand même dans le cadre de notre conversation. Donc vous avez mesuré aussi, je crois, la différence de longueur de l'artère vertébrale entre une position neutre, une position de rotation et une position pré-manipulative. Tout à fait. En fait, oui. Nous avons essentiellement étudié la déformation du trajet de l'artère, parce que l'artère vertébrale sur des scanners n'est pas visible. Il faudrait faire des techniques un peu très sophistiquées. Mais nous, par des algorithmes mathématiques, on a pu suivre le trajet à travers le foramen transverse. Et là, on a une estimation de passage de l'artère. Et à ce moment-là, on a étudié tout simplement la déformation proportionnelle à partir de la position neutre, en rotation maximale et en position pré-manipulative par composante multiple. Et bien sûr, les résultats sont très, très positifs parce qu'on a vu que l'artère est beaucoup moins déformée, donc c'est inférieur à une simple rotation de la tête. Justement, avant de parler de vos résultats, j'aimerais vous montrer la nouvelle rubrique d'ostéobiotivie et qui est basée justement sur les manipulations cervicales. Pierrick, bonjour. Bonjour Romane, bonjour Alice, bonjour Nicolas. Bonjour Pierrick. Alors pourquoi la réglementation soumet-elle la manipulation cervicale lorsqu'elle est pratiquée par un ostéopathe à un certificat de non-contre-indication de la part d'un médecin? Est-ce le fait de connaissances avérées sur la dangerosité des manipulations cervicales?
Pas vraiment, non. En fait, les complications sont relativement rares, notamment si on les compare aux complications qui peuvent exister suite au traitement anti-inflammatoire pour les cervicalgies. J'ajouterais également que un certain nombre de rapports d'assurance mettent en avant le fait qu'elles sont principalement les conséquences directes de manipulations qui vont être effectuées par des professionnels de santé devenus ostéopathes, plus que par des ostéopathes de formation initiale. Alors, est-ce que ce serait le fait de connaissances avérées sur leur inefficacité? Encore une fois, non, puisque l'efficacité est reconnue pour les cervicalgies aiguës. Alors pour ce qui est des cervicalgies chroniques, elle est reconnue en association avec plusieurs traitements, mais quoi qu'il arrive, l'efficacité pour des manipulations est reconnue pour les cervicalgies. Alors, ce certificat de non-contre-indication est-il lié à des recommandations de bonne pratique? Encore une fois, j'ai envie de vous répondre non, Romane, puisque au niveau international, les recommandations de bonne pratique ne concluent pas à l'intérêt d'un tel certificat. Et en France, en 2008, la Haute Autorité de Santé n'avait pas non plus conclu à l'intérêt d'un tel certificat. Cela dit, pour ne pas aller contre les décrets relatifs aux compétences d'un ostéopathe sortis en 2007, ils ont préféré ne rien publier. Est-ce alors lié à une insuffisance de la formation en France? Encore une fois, non, puisque la réglementation en France fait que la formation est sûrement la plus complète qui existe en Europe. Est-ce parce que cela reste un geste invasif? Ma réponse est encore non, Romane, puisque les dernières données de la biomécanique nous disent que lors de la mise en position, à partir du moment où les mouvements de rotation et d'inclinaison sont opposés, alors l'allongement de l'artère vertébrale ainsi que les amplitudes articulaires restent inférieures à celles qu'on observe en physiologie. Regardez notamment ces deux exemples. Notons donc que la rotation y est très limitée et que l'impulsion qui arrive juste après la précharge est également de très faible amplitude. Regardez une nouvelle fois la vidéo en position couchée. Est-ce pour autant un geste sans danger? En fait, si l'on respecte ce que l'on vient de voir, oui. Le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, trop de manipulations sont encore enseignées et effectuées en cabinet selon deux grands principes problématiques. Le premier étant celui avec des grandes rotations, selon les théories de Main et Cyriax. Je vous en prie, regardez la vidéo. Le deuxième grand principe étant le principe répondant aux lois de Frayette, avec des grandes amplitudes dans tous les plans d'espace. Regardez donc ces deux vidéos. Notons que les études rétrospectives montrent très clairement que ces gestes-là sont les gestes à éviter. Aujourd'hui, en fait, les dernières données au niveau de la neurophysiologie nous montrent clairement que la manipulation a un effet symptomatique bénéfique sur la douleur et l'enraidissement musculaire. Et ceci, quelle que soit la façon dont on fait et qu'on réalise la manipulation. Donc, clairement, pour minimiser les risques, autant manipuler dans de faibles amplitudes comme on vous l'a montré. Merci Pierrick. Donc expliquez-nous mieux ces résultats issus de la biomécanique. Donc déjà, quand on dit qu'il y a moins d'amplitude lors de la pré-manipulation que lors des mouvements physiologiques, de quoi parle-t-on exactement? D'amplitude, on l'a dit, intersegmentaire. Intersegmentaire, tout à fait. Sur l'étage à manipuler ou au-dessus, en dessous? Oui, tout à fait. En fait, je prends la fin, donc l'étage à manipuler. Donc vous décidez de manipuler C4, C5 à droite. Idéalement, d'après nos résultats, que cet étage devrait être le plus proche possible de la zone neutre. Il ne doit pas avoir des contraintes, ni des mises en tension sur la capsule, sur le ligament. Pour une simple raison. Plus votre vertèbre est soumise à des tensions, à des contraintes de mouvement, plus les forces de mobilisation devraient augmenter pour la manipuler, pour la mobiliser. Donc idéalement, il faudrait verrouiller les étages, tout ce qui est supérieur, à la vertèbre manipulée si vous utilisez le levier supérieur qui est la tête. Et pour faire un verrouillage, donc on appelle ça une focalisation, on va se baser sur la cinématique de couplage physiologique. Et pour comprendre cela, il faudrait aller revoir la physiologie lors de la rotation. C'est pour ça qu'on a divisé notre protocole en plusieurs. Lors de la rotation physiologique, pour comprendre, lorsque vous tournez la tête dans un sens,
comment les vertèbres vont se positionner. Donc on sait qu'ils vont tourner, mais ils vont se combiner, réaliser des mouvements, on appelle ça de mouvements associés, de mouvements couplés, Couplé, oui. ou parfois appelés de mouvements conjoints, donc qui, vous ne savez pas vous en débarrasser, mais qui sont liés au mouvement principal. Et ce mouvement couplé va avoir un sens opposé dans le rachis supérieur et un sens homolatéral. Mais n'oubliez pas que lorsque vous faites un geste manipulatif, vous combinez aussi la latéroflexion. Et le fait de combiner une rotation axiale latéroflexion génère localement, donc on a un rachis cervical inférieur, une sorte de contre-rotation liée à la rotation que vous mettez au départ. Et cette contre-rotation génère une torsion, si vous voulez, et cette torsion est très importante pour pouvoir verrouiller la colonne. Et d'après nos résultats, il y a deux mécanismes de torsion qui apparaissent, c'est contre-rotation, si vous voulez, dans le plan transversal, mais aussi dans le plan antéro-postérieur sagittal. Et ainsi, par exemple, la colonne cervicale supérieure réalise une extension, pendant l'inférieure réalise une flexion, et la rotation, la même chose. Si on manipule à droite, la supérieure tourne à droite, tandis que l'inférieure tourne à gauche, tout en gardant la latéroflexion à droite. Si on manipule, bien sûr, à droite. Et cette focalisation, cette torsion focalisation, va, si vous voulez, je peux le comparer à une chaîne de courroie tendue, et vous mettez une tension sur la courroie, donc sur cette chaîne. Il suffit alors, si votre chaîne est bien tendue, il suffit juste d'ajouter une petite force de mobilisation pour transmettre la force de haut vers le bas et à la vertèbre à mobiliser. Et c'est un mécanisme récemment découvert, donc nous ne le connaissons pas avant. Et d'ailleurs, ça, c'est que vous... chapeau, je dirais, et ça je le dis publiquement, chapeau aux ostéopathes qui ont compris ce mécanisme, cette combinaison de mouvements, et qui empiriquement, on a transmis ces techniques sans vraiment faire de recherche. Et là, maintenant, on découvre le mécanisme fondamental en fait, de la manipulation par composantes multiples. La manipulation, pour finir, c'est basé sur le mécanisme le plus physiologique de la colonne cervicale. Certaines hypothèses disaient, donc on lisait dans certains articles, pour manipuler une colonne, il faut aller dans le sens contraire de du mouvement physiologique, le couplage de mouvements. C'est parce qu'on ne connaissait pas un peu ce qui se passe au niveau intersegmentaire. Maintenant, nous savons très bien comment la colonne cervicale fonctionne au niveau intersegmentaire, cinématiquement parlé, et quels sont les mouvements couplés, et comment ce couplage va être réalisé. Nous, actuellement, on sait que la manipulation est un geste tout à fait physiologique. C'est ça, on ne peut pas échapper aux gestes physiologiques qui se produisent naturellement dans la colonne. Tout à fait, non. Donc l'idée qu'une manipulation récupérait une flexion en extension rotation droite ou extension rotation gauche en produisant le mouvement inverse, quelque part, maintenant qu'on explore la cinématique lors de la manipulation, ce sont des notions qui sont désuètes. Tout à fait. Donc exactement, donc la manipulation c'est un geste physiologique. En aucun cas on ne sommes en dehors de la physiologie. À la fois du point de vue qualitatif, donc de combinaison de mouvements couplés, et quantitatif en termes d'amplitude. Donc nous ne dépassons jamais ce qu'on appelle ça les barrières motrices, comme décrites par certains pionniers en ostéopathie, en médecine manuelle en général, oui. où ils décrivent ça on appelle ça des manipulations par des gestes à deux composants, donc rotation, traction. Et là, bien sûr, comme vous utilisez deux composantes de mouvement, de degré de liberté, on est obligé d'augmenter alors les amplitudes. Et ça, c'est dangereux. Notamment en rotation. Tout à fait. Donc, et on sait actuellement que dans 80% des cas des lésions vraiment au niveau cervical est dû à un mécanisme rotatoire donc assez élevé. Mais c'est intéressant ce que vous dites. On peut un peu résumer aussi l'histoire des manipulations de cette manière. Il y a eu les lois de Freyet, on va en parler, qui considéraient une dysfonction dans les trois plans de l'espace qu'il fallait reproduire, donc en manipulant dans des grandes rotations quelque part dans les trois plans de l'espace. Et ensuite est arrivée la médecine manuelle qui a dit « je n'arrive pas à comprendre ça, la manipulation c'est un acte qui a sa conséquence, mais pas besoin de récupérer un mouvement. » Mais par contre, la médecine manuelle a produit des mouvements de grande rotation parce qu'il cherchait simplement à faire craquer, tout simplement. Donc est-ce que ce qui est dangereux en manipulation, c'est l'application des lois de Freyet, on va y revenir, bien qu'elles soient discutables, et les grandes rotations de la médecine manuelle? Est-ce que c'est ça qui aujourd'hui on peut considérer comme des manipulations dangereuses? En effet, le risque lié à la manipulation existe. Donc, il faut c'est pas un nier. risque clinique. Non, jamais. C'est un risque qui existe, rare, mais ça peut être fatal.
Donc il y a un risque de façon clinique. Si vous avez, donc nous on peut catégoriser les risques de 3 façons. Il y a des risques liés aux patients, des patients qui présentent, on appelle ça des maladies congénitales ou des malformations qui ne sont pas décelables. Vous ne savez pas le déceler cliniquement. Et à ce moment-là, il faut faire passer par des examens paracliniques. Et dans ce cas, ces patients-là, et le risque est partagé, que vous soyez médecin, vous pratiquez une technique hautement spécifique ou pas. Donc, c'est des patients à risque élevé. Donc, il faudrait le déceler par des examens paracliniques. Il y a des catégories de risques, toujours interliés aux patients, mais un peu moins, ce qu'on appelle ça des risques relatifs, donc des patients âgés, diabétiques, hypertendus. Et ces patients, on peut le déceler par l'examen clinique, par l'interrogatoire, par rigoureux, voilà, et méthodique. Méthodique. Là, on arrive quand même à le déceler et déterminer un peu les risques qu'on a. Et puis, il y a 3e catégorie de risques liés aux praticiens externes, donc pas liés aux patients. Et c'est là que nous intervenons dans nos études. C'est la compétence du praticien. Donc, un praticien bien formé de plan de vue technique et clinique, et il sera beaucoup moins dangereux que quelqu'un qui est cliniquement mal formé ou il manipule de temps en temps, occasionnellement. Il n'a pas le geste. Mais aussi aux amplitudes liées à la technique. Et même si vous pratiquez une technique à 2 composantes, là, vous êtes obligé d'aller le plus loin possible pour aller, on appelle ça craquer ou faire craquer. Et là, vous prenez des risques vraiment liés à l'amplitude de la rotation. Mais il y a aussi des risques liés à la force aussi appliquée carrément. Donc certains utilisent des techniques à court bras de levier. Et là, il faut exercer une force énorme sur la vertèbre à mobiliser, à manipuler. Si vous prenez des techniques à grand bras de levier, et là, il suffit juste de petites forces pour mobiliser les vertèbres. Mais le bras de levier ne multiplie pas la force, c'est le principe d'un bras de levier. Oui, tout à fait. Comment on peut comparer qu'un bras de levier court est plus contraignant qu'un bras de levier long? Mais c'est parce que c'est lié à la force d'appui, tout simplement. Physiquement, une force, c'est toujours, on parle de moment de force, donc c'est toujours la force en absolu, multipliée par le bras de levier, de la structure à mobiliser. Plus maintenant vous diminuez votre bras de levier, plus vous devez augmenter. Donc vous diminuez le bras de levier, plus vous augmentez. Vous devez augmenter la force pour pouvoir garder le même moment de force à mobiliser. Et nous préférons des techniques. En ostéopathie, en général, technique à des bras de levier plus élevés qu'à de courts bras de levier parce que pour diminuer un peu les forces d'impaction sur les vertèbres en question. Donc ça, c'est le volet de risque lié à la manipulation. Maintenant, ces risques, bien sûr, il faudrait le développer cas par cas, mais il est naïf de croire qu'il n'y a pas de risque. Donc ça, oui. Mais non plus, il ne faut pas exagérer ce risque. Donc actuellement, on sait que le manque d'études, malheureusement, dans le domaine de l'ostéopathie, aux déclarations des cas, des accidents post-manipulatifs, ne sont pas déclarés correctement et on ne sait pas qui est derrière encore. Donc, cette manque d'études, de recensement, vraiment laisse la porte ouverte parfois à certaines réflexions de peur, de la phobie, de la manipulation. Mais il y a encore d'autres hypothèses derrière. Parfois, l'image de la manipulation est manipulée, carrément. Donc, on peut en parler. Vraiment, c'est un domaine énorme où il faut vraiment négocier pratiquement toutes les hypothèses. Pourquoi on a peur de la manipulation cervicale? Et en fait, vos études tendent à montrer une manipulation qui réduit les risques liés aux manipulateurs. En jouant sur les amplitudes. En jouant sur les amplitudes. Et en jouant aussi sur le degré de liberté. Donc les degrés de liberté, il y en a 6 dans l'espace. Vous prenez un solide dans l'espace, il va vous donner 6 degrés de liberté. Les 3 rotations, 3 translations. Et lorsque vous prenez la tête, ou vous mettez la main sur la tête ou la colonne cervicale, il faut toujours penser à ces degrés de liberté. Et plus vous en mettez, moins vous allez générer d'amplitude. L'exemple que je peux vous donner, il suffit de regarder des techniques manuelles, par exemple, à 2 composantes. Et là, le verrouillage va aller très loin dans la rotation, traction. Tandis que les composantes multiples, le mot composante multiple signifie que vous allez utiliser un maximum de degrés de liberté. Donc vous utilisez 3 rotations déjà, mais ces 3 rotations sont appliquées à la colonne supérieure et l'inférieure différemment, mais aussi vous utilisez les translations. Donc translation latérale, translation antéro-postérieure, la translation au bas, la compression-traction. Et c'est le fait de combiner ces 6 degrés de liberté
eh ben, diminue les amplitudes localement et ça protège, entre guillemets, votre patient. Et là, on en a parlé, donc vos études un petit peu contredisent les lois de Freyet. Les lois de Freyet qui ont été déjà remises en question dans leur méthode. C'est-à-dire que la méthode qui est utilisée pour ces conclusions sont des méthodes basées sur des moyennes et qui ne reflètent pas du tout l'écart type, c'est-à-dire l'hétérogénéité des comportements propres à chaque personne. Tout à fait. L'ostéopathie globale, l'ostéopathie qui réfléchit sur des lois, Oui. mais l'ostéopathie n'est pas censée réfléchir à une personne, son patient. Tout à fait. Ouais. Je pense que vous avez dit l'essentiel. Et là, comme pour les gens, les amateurs qui s'accrochent à ces règles de Freyet ou lois de Freyet des années 30 ou des années 40, eh bien, ils créent en fait une contradiction épistémologique interne à leur approche parce que, par définition, une approche ostéopathique est une approche singulière au patient et chez qui vous allez appliquer une loi qui est générale. Donc, nous sommes à la recherche d'une dysfonction, soi-disant standardisée. Or, le patient est singulier, donc on ne peut pas appliquer une loi générale sur une approche singulière. Et je dirais, c'est là qu'il y a déjà un premier problème au niveau de la loi de Freyet. Deuxième élément de la loi de Freyet, que nous avons inventé des techniques de correction. Donc la pratique est adaptée à une théorie qui n'est pas encore validée. Donc toute une pratique clinique face à un patient sans avoir vraiment la certitude que ce concept, cette loi existe, donc cette dysfonction existe. Parce que personne au monde n'a visualisé ni objectivé cette, entre guillemets, dysfonction tridimensionnelle selon les règles de Freyet. Et le troisième élément que actuellement tous les physiologistes, les anatomistes le prouvent, nous savons très bien que les facettes articulaires, que ce soit au niveau cervical, thoracique et lombaire, présentent une asymétrie. Et cette asymétrie est significativement présente inter-individuelle dans la population générale. Tout à fait. Mais donc c'est ce qu'on appelle la variabilité inter-individuelle. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a une asymétrie intra-individuelle. Mais chez le même sujet, il y a une différence entre la gauche et la droite, et selon le niveau, l'étage. Oui. Et cela, ça veut dire que le fait de tourner à gauche, physiologiquement, n'est pas le miroir du fait de tourner à droite. Donc physiologiquement, on a une restriction de mobilité de type physiologique et ce n'est pas physiopathologique. Et c'est là que certains concepts ostéopathiques vont glisser, ne distinguent pas la limite physiologique de la limite physiopathologique. Et pour revenir sur votre étude, est-ce que les résultats de votre étude sont au-delà des variations interindividuelles? C'est-à-dire que, est-ce que vos résultats s'appliquent quelles que soient les variations individuelles? Nos résultats, en fait, représentent une population générale. On a fait les statistiques générales qui peut généraliser sur une population. C'est-à-dire que vous avez retrouvé les mêmes mouvements couplés, voilà, même s'il y avait des... Il y a des variations interindividuelles qui relèvent tout à fait du comportement normal. Et ainsi, par exemple, je peux vous donner un exemple, que le couplage de mouvements dans certains étages, on a l'écart type supérieur à la moyenne, mais ce qui est tout à fait normal parce que chacun se comporte différemment. Ça, c'est de la physiologie. Mais ce n'est pas de la physiopathologie comme on peut le prévoir. Il va falloir revenir sur quelques notions épistémologiques, certainement en ostéopathie. Certainement. Merci Walid Salem. Merci Jean. À bientôt. Oui, à bientôt. Merci beaucoup.